Alors récemment, on a participé à un débat sur l'une des plus grosses chaînes politiques françaises. On est allé chez Aberkan. Aberkan, c'est un des youtubeurs politiques francophones qui a le plus d'audience, et notamment dans les milieux populaires. Il fait des analyses géopolitiques, sur la finance, sur les enjeux politiques, avec énormément d'anecdotes, et avec un peu cet acte de « c'est les grands hommes qui font l'histoire ». Alors que nous, on est davantage au canard sur les rapports de force, tu vois, qui est à l'intérieur d'une société et qui fait l'histoire. On a déjà discuté avec lui sur sa chaîne de législative, et là, il nous a redemandé de venir chez lui en parlant de démocratie, un débat qu'on fait avec Aberkan, mais surtout avec Chouard. Et nous, direct, on a accepté en fait. Nous, on est quand même toujours dans cette logique de vouloir transformer la société et pour ça, il faut parler à un maximum de personnes. On ne veut pas être des boutiquiers avec notre petit marché d'audience et on reste là. Non. Évidemment, vous pourrez retrouver en description le lien du débat si vous voulez le voir en entier. Il dure 2h30. Mais avant de passer au débat, il y a la préparation. Ah, ça y est, c'est le grand jour, c'est même quasiment la grande heure parce qu'il est 16h45, donc dans 2 heures exactement, je vais devoir me connecter pour commencer le débat entre moi, Chouard et Aberkan. Mais il va falloir quand même se préparer au débat, parce qu'on va pas juste arriver et discuter comme ça à l'improviste. Et donc pour ça, rien de mieux évidemment que le travail d'équipe. Donc là, je vais passer 1 heure à peu près à réécouter tous les vocaux que j'ai sollicités. Bah oui, le premier réflexe, c'est d'aller voir ailleurs, de voir ce que pensent ses copains. Sinon, on tourne en rond et on répète toujours la même chose. Et on va commencer avec Deb, que vous connaissez au Canard, qui fait beaucoup d'écriture et de recherche. Et pour elle, Chouard, il va surtout se centrer sur le côté constituant, sur le côté juridique. Et nous, il faut plutôt qu'on s'oriente sur le côté mouvements sociaux. Pourquoi est-ce que les mouvements sociaux ils sont en mesure de transformer cette opinion publique? Parce que les gens ils commencent à avoir d'autres perspectives, qu'en réalité, ce que les gens pensent correspond à ce qu'ils cherchent à défendre à un instant T, comment est-ce qu'ils se perçoivent eux-mêmes dans le monde. Je pense que la meilleure manière de construire ce débat, ça serait vraiment de faire une espèce de séance d'élaboration de qu'est-ce que ça serait la démocratie si c'était la population qui dirigeait quoi. On passe maintenant à Position Revue, qui est un intervenant très régulier chez Pas du Ring. Ils font plein de lives et de capsules que vous pourrez trouver sur leur chaîne qui s'appelle Pas du Stream. Donc ce qu'il faut vraiment que tu articules, toi, c'est de dire non mais toi, tu prépares la constituante indépendamment de la révolution, alors que cette constituante se prépare déjà en préparant la révolution. Et on ne sera pas les seuls à préparer la révolution, il n'y aura pas que le Canard réfractaire, il n'y aura pas que Position Revue, il n'y aura pas que des communistes, il y en aura d'autres. Et c'est la façon dont on prendra l'hégémonie durant la période révolutionnaire qui donnera les couleurs de la constituante et qui donnera les couleurs du mode de production. Parce que si c'est la classe bourgeoise ou la classe prolétaire qui mène la révolution, ça ne donnera pas le même mode de production derrière. Je crois que Position Revue, il est marxiste, je suis pas sûr de moi. Mais de ce que j'ai écouté, j'ai l'impression qu'il est marxiste quand même. Et les derniers vocaux, c'est Paul qui fait des fiches pour le Canard réfractaire, notamment sur le niveau géopolitique. Et lui, il va nous dire quelque chose qui va être très très utile, notamment pour la fin du débat. Et qu'en fait, Chouard, il observe ça, et il observe une forme de démobilisation de la population par rapport à la politique pour l'instant. Mais ça ne durera qu'un temps, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles énergies et de nouvelles forces qui arrivent à une nouvelle approche. Et en ce sens, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est remonter son moral. Mais par contre, je mets en garde sur le fait que je pense vraiment pas qu'il est idéaliste, je pense qu'il est plutôt au fait de certaines tendances lourdes qui nous emmènent à la guerre, et que là, pour l'instant, il ne voit pas véritablement de mouvement qui émerge. Et de la même façon qu'on ne part pas en 100 mètres sans s'être échauffé, là, avant le débat, je m'entraîne tout seul à parler tout seul, à essayer d'articuler tout ce que je viens d'entendre pour que ce soit clair dans ma tête. Donc globalement, le mood, ça va être pas de conflit, casser le monologue en racontant du réel et remonter le moral de Chouard. Ça, c'est les 3 axes de stratégie. Bon là, il est 18h23, donc ça commence dans 15 minutes. Dans 20 minutes, il faut que tout soit prêt et j'ai pas commencé à mettre le setup. Donc c'est parti. On installe les caméras. Bon là en vrai je sens que le stress il commence à monter là, mais bon vas-y, on se concentre sur le technique, on met en place tout ça pour avoir une belle image. Les sujets qu'on va aborder, on les maîtrise. Il faut juste que je prenne vraiment le temps de donner des exemples à chaque fois, de donner du concret à chaque fois, et puis je pense que ça va le faire. Ça stresse un peu là, non? Et puis ça a commencé quoi, le live a démarré. Bonsoir tout le monde, cette rencontre au sommet entre Johan du Canard réfractaire et Étienne Chouard, 2 as de l'éducation populaire, un sujet qui nous fascine. Et bien entendu, alors là en plus vous avez une sorte d'inception en matière de conscience constitutionnelle et surtout de conscience constituante, le vrai sujet, à savoir que Étienne Chouard a été un des mentors de Johan. Donc là, on peut vraiment voir les fruits de l'influence intellectuelle du travail constituant d'Étienne Chouard. D'ailleurs, Johan, qu'est-ce que tu en penses? Processus, la conscience constituante, à ton avis, surtout quand on est 3 générations différentes, X, Y, Z, donc c'est parfait.
Est-ce que tu penses que les gens sont mûrs pour une prise de conscience généralisée de la conscience constituante? Je trouve que la pensée constituante a ça de qualité qu'elle pose des choses simplement, quoi. C'est genre, on a une société, on a un État, on a une économie, et on veut savoir comment est-ce qu'on dirige tout ça ensemble. Et donc, il faut que ce soit nous qui décidions de ça, de chaque institution, de chaque organisation. Ce qui est sûr, c'est que c'est une porte d'entrée sur énormément de choses, parce que à partir du moment où tu te dis, c'est à nous d'écrire les lois du pouvoir, et que tu peux étendre ça à l'État et à l'économie, en fait, tu peux tout remettre en cause, tu peux tout réfléchir. Et c'est ça qui était très intéressant que j'ai vécu, moi, dans ces années-là. Moi, j'ai commencé avec Chouard sur la question de la démocratie, donc critique de l'élection, avec les questions constituantes qui vient après, c'est on doit écrire nous-mêmes les règles du pouvoir. Mais avec Chouard, tu avais aussi toute la critique de la monnaie, tu vois, la monnaie qui est créée par les banques privées, ces faux monnayeurs qui, en faisant des crédits, en fait, créent des trucs et du coup, tu te retrouves dans un système de dette permanente. Et donc là, tu as une critique de la propriété privée de ces banques-là qui devrait être au peuple. Et petit à petit, alors que Chouard, lui, surtout sur cette question-là, moi je me suis intéressé aussi à tous ceux qui disaient que, bah oui, les banques doivent être au peuple, l'État doit être au peuple, mais aussi l'industrie. Parce que c'est elle qui décide quoi produire et comment le produire, et que ça c'est essentiel dans une société de savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais aussi l'agriculture, les grandes infrastructures, l'énergie, etc., etc. Avec, tu sais, toutes ces dynamiques qui font que par la recherche de profit, par la recherche de ressources, par la volonté de soumettre les populations, t'en arrives à des guerres, par exemple. Voilà. Et ça, bah, ce système-là, il annonce, c'est le capitalisme. Voilà. C'est pour ça qu'on a fait toute une série là-dessus sur la chaîne du Canard. Et après ça, on a parlé des Gilets jaunes. Pour les Gilets jaunes, moi je trouve qu'ils ont été exemplaires. Ils sont sortis de chez eux, comme nous devrions tous faire. Ils se sont retrouvés sur des lieux publics, comme nous devrions tous faire. Ils ont refait société, comme nous devrions faire. Ils ont fait très attention à ne pas montrer s'ils étaient de gauche ou de droite pour arriver à fraterniser, en fait, en ne montant pas en épingle les différences législatives qui nous séparent. Et en fait, quand tu ne sais pas si le bonhomme est de droite ou de gauche, que tu discutes, en fait, tu arrives à pas t'empailler pendant un bon moment. Ce qui était intéressant dans les Gilets jaunes, c'est que ça faisait partie aussi d'un mouvement historique, quoi. C'est que tu as eu des crises, notamment à partir de 2008, où tu as le capitalisme qui n'arrivait plus trop à faire de profit, qui licenciait énormément, les prix augmentaient, on n'arrivait plus à vivre. Et en même temps, Internet, qui nous a permis de communiquer tous ensemble, nous organiser tous ensemble. L'une des marques de fabrique des Gilets jaunes, c'est aussi l'organisation, l'auto-organisation par Facebook. Comme ça a été, par exemple, le RPP-RAC, donc le mouvement de contestation de la vie chère en Martinique, c'est fait à travers TikTok et WhatsApp. Et c'est, encore une fois, c'est aussi d'autres organisations populaires qui ont fait le bilan des échecs syndicaux et qui se sont dit, il faut qu'on y aille, quoi. Au lieu de demander 60 choses législatives, au lieu de demander d'avoir 60 requêtes législatives qui vont vous demander 60 argumentaires, vous allez devoir maîtriser l'argumentaire pour chacune des 60 requêtes. Et puis, vous allez devoir connaître les objections aux 60 points, parce que les gens, ils vous attendent, ils vont dire non, on ne peut pas pour telle ou telle raison, il va falloir que vous les connaissiez. Et puis, il va falloir être capable de répondre aux objections. 60 fois, alors qu'avec une procédure, le RIC, vous allez avoir accès aux 60 autres. Ce qui nous a manqué dans les Gilets jaunes, c'est que les assemblées continuent. C'est que les ronds-points soient toujours là, ou dans une autre forme, qu'on puisse continuer à se voir. Nous, dans le Canard, c'est un peu une des ambitions qu'on a eues, c'est que on voulait être un des héritages des Gilets jaunes de Guingamp, en se disant que à Guingamp, ça avait tellement bien bougé. Ben nous, on fait un média pour faire en sorte que quand la prochaine fois ça bouge, il y a un média et qu'on puisse appuyer ce mouvement social et qu'on puisse aller très très loin avec. Quand on apprend à gérer une réunion, c'est pas le gars qui a la grande gueule qui parle tout le temps pour rien dire et qui emmerde tout le monde qui fait qu'à la fin, il n'y a plus personne qui vient. Parce qu'en fait, on a appris des Gilets jaunes qu'on pouvait régler ces problèmes-là bien en amont, etc., etc. C'est important de savoir comment est-ce qu'on peut faire en sorte de conserver les choses, d'en faire un héritage pour qu'elles soient utilisées après et qu'on reparte pas éternellement sur le même point de départ. Tu sais, dans les Gilets jaunes, enfin après les Gilets jaunes, t'as un peu cette idée qui est restée persistante que les Gilets jaunes sont venus d'un coup, tu sais. Sauf que non, parce que dans toutes les années précédentes, tu avais un gros travail d'éducation populaire sur Internet, tu vois. Tu avais certains candidats qui reprenaient les idées qui avaient émergé sur Internet. Tu avais aussi plein de gens qui, juste avant les Gilets jaunes, avaient organisé des blocages sur le périph', sur la loi à 80 km/h, ou encore qui avaient fait plein d'appels, avec notamment le Gilet jaune et compagnie. Ça a été un travail de fond, en fait, qui s'est cristallisé à un moment donné, là, le 17 novembre 2018, mais c'est pas venu tout seul, quoi. J'en veux pour preuve aussi le fait que c'était une grande crise économique
à l'échelle mondiale et que ça a apparu en France, mais ça a apparu aussi dans plein d'autres pays simultanément. C'est là où tu vois que les crises, qu'elles soient démocratiques, institutionnelles ou économiques, ça a un grand lien avec les révoltes. Qui te dit, moi je suis juste boulanger, je me sens pas compétent pour faire les lois. Mais c'est pas vrai. Alors en fait, je crois profondément que ça dépend du contexte. Et je vais prendre un exemple qu'on a tous connu, les Gilets jaunes. C'est que tu as des gens qui, en octobre 2018, étaient des gens qui ne réfléchissaient pas forcément profondément à la question politique, encore moins à la question constituante, encore moins à la question de l'organisation militante, et qui n'avaient pas prétention de vouloir gouverner, tu vois. Tu posais la question, je pense, à ce moment-là, pas grand-chose. Mais par contre, dès qu'il y a les Gilets jaunes qui sont arrivés, dès qu'on s'est mis à aller dans les ronds-points, à se rencontrer, à se donner de la force, à aller manifester, à gueuler dans les Champs-Élysées, à se parler encore et encore, à faire des assemblées encore, à faire des actions, là, on s'est rendu compte qu'on était fort. Je pense que le capitalisme évolue et grandit et s'étend encore comme un espèce de monstre globuleux informe, tu vois. Et que dans cette extension, il rencontre des contradictions qui font qu'il y a des crises de manière un peu cyclique d'ailleurs. C'est jamais exactement la même crise, mais bon, c'est des crises de surproduction, de machin, donc tu as eu 28, 29, tu as eu etc. Et la loi de la baisse tendancielle des taux de profit, exactement. Et du coup, on se retrouve dans des situations où tu as des crises du capital qui provoquent aussi des révoltes, parce qu'on se retrouve sans emploi, avec une forte inflation, avec un État qui arrive plus trop à comment gérer la situation, etc. Et qu'on vit du coup dans une espèce de rythme en permanence, de moments plats où le capitalisme va bien, entre guillemets, qu'il n'est pas dans des graves crises, et que du coup, on a l'impression qu'on ne sait rien faire parce qu'on ne fait rien, machin. Il y a des moments de crise absolue où d'un coup, tu as des gilets jaunes qui arrivent et qui disent « Nous sommes capables de voter nous-mêmes les lois avec le RIC. » Comme avant, à la Commune, des gens avaient porté une insurrection pour dire « Nous sommes capables de tout diriger nous-mêmes. » Et les entreprises, et les institutions politiques, etc. Comme dans les soviets, en 1905 et 1917, tu as des gens qui se sont dit « Avant, on était juste des paysans, on était juste des ouvriers, mais maintenant qu'il y a la révolution et qu'il y a cette puissance populaire qui est là, on va être capable de tout décider économiquement, politiquement. » Et quand les crises vont arriver, c'est là où il va falloir sortir avec nos médias, avec nos organisations, avec notre réseau, pour faire en sorte que tous ceux qu'on a fait des petits ateliers constituants pendant 25 ans, là, en allant dans les petites villes, on avait l'impression que ça prenait pas. Et là, tout d'un coup, ça prend. Comme exactement ça a pris pendant les Gilets jaunes, où ça aurait pu simplement être un mouvement qui critique les taxes et qui est devenu un mouvement quasi constituant avec le RIC, parce que tu as eu un travail qui a été fait en amont. Et là, on peut lire les Rosa Luxembourg, on peut lire les Lénine, on peut lire tous les révolutionnaires. Tu bosses pendant des années et des années, et en 15 jours, tout s'accélère d'un seul coup. Et à ce moment-là, quand tout va s'accélérer, il va falloir être organisé, parce que comme ça, on va pouvoir balancer des mots d'ordre, parce que comme ça, on va pouvoir mûrir politiquement beaucoup plus rapidement, et c'est là qu'on va pouvoir s'attaquer à ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les médias, ceux qui ont l'argent. Enfin, c'est un peu la phrase bateau, mais qui est très vraie, je trouve, c'est qu'on est le produit de notre société. Et du coup, quand cette société change, parce qu'il y a des grandes crises et qu'il y a des grands mouvements, bah, nous aussi, on change. Et ce qu'on pensait être incapable de faire quelques jours auparavant devient évident quand on est tous ensemble dans ces manifestations, dans ces blocages, et qu'on sent que dans l'air, il y a quelque chose qui a changé. Donc c'est pour ça, c'est pas parce qu'on est immobile qu'on réfléchit pas, et que après va pas venir une autre séquence où là, tout d'un coup, tout va s'accélérer. Oui, tout à fait. Mais même de déclarer la guerre. Je pense que c'est pas au chef de guerre de déclarer la guerre, parce que le chef de guerre, il a un intérêt personnel à déclarer la guerre. Et on le voit partout. Les chefs de guerre déclarent la guerre tout le temps, parce qu'en fait, ça leur permet d'obtenir logiquement notre docilité. Si le chef d'État déclare une guerre, c'est pas forcément pour son intérêt propre à lui, mais ça peut être pour l'intérêt des industriels, des multinationales, qui par exemple perdent des marchés en Afrique, je dis ça par hasard, ou alors cherchent à faire maximiser les exportations de Dassault et que du coup soutiennent tous les pires régimes pour balancer des armes. Je dis ça encore parfaitement au hasard. Et qui fait que tu peux avoir aussi des jonctions entre ce que toi tu appelles, Étienne, des corporations, ce que j'appellerais peut-être plus les cartels, c'est-à-dire la concentration de capitaux qui est tellement grand que tu as quelques entreprises qui dominent un marché et qui du coup s'associent avec l'État, se lient avec l'État pour pouvoir après aller vers l'international pour continuer à faire des profits et aller dans cette grande guerre. Lockheed Martin et puis surtout Halliburton avec Dick Cheney qui est un des grands architectes de la guerre en Irak et qui a fait des culbutes. Je crois qu'Halliburton, ils ont fait 200% de leur cours en bourse après la guerre en Irak. Tu as une grande industrie de la guerre en France. C'est-à-dire des gens qui, tous les jours, produisent des obus, produisent des avions de guerre, qui massacrent les gens après. Si on fait la révolution, parce que c'est un peu ça quand même de ce dont on parle,
les gens qui seront dans ces emplois-là, si on décide de les garder pour certaines raisons, je pense que c'est absolument indispensable que ces gens-là soient totalement formés politiquement et qu'ils passent peut-être la moitié de leur temps, non pas à fabriquer des obus, mais à savoir pourquoi est-ce qu'ils les fabriquent, où est-ce qu'ils les envoient. Tu as Sankara, donc un ancien leader du Burkina Faso, qui disait que un soldat armé sans formation politique, c'est un assassin en puissance. Je crois que c'est pareil un peu sur l'industrie. Et que si on met en place ce système-là, et ben en fait, Macron, il va dire oui, on fait la guerre à l'Ukraine, et tu vas voir les gens dans l'industrie qui vont dire non, on fait pas la guerre à l'Ukraine parce que nous, on s'est renseigné et on sait que c'est de la merde. Et puis tu sais, moi je te parlais tout à l'heure là du truc où les chiens ils aboient, on en parle en assemblée dans les villages là. Ben Macron il dit c'est la guerre. Ben on se rejoint dans cette assemblée, on connaît la salle, on connaît le numéro des gens, on a une boucle WhatsApp, on se rejoint et on dit mais c'est pas normal ce qui se passe. Et donc on sort dans la rue, on fait des trucs. Et à mon avis, imagine l'industrie de l'agroalimentaire, l'industrie du transport, tout ça, ce sera à nous. Ce sera à nous, on va leur prendre aux riches ces trucs-là. Donc à un moment donné, Macron, il va pouvoir faire ce qu'il veut. C'est nous qui allons décider. C'est nous qui allons pouvoir arrêter les appareils de production. C'est nous qui allons pouvoir empêcher l'acheminement concrètement de l'armement. Moi, ma vision d'une démocratie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément parfaitement institué dans une constitution. C'est quelque chose de beaucoup plus organique où, puisqu'on possède tout, on va pouvoir organiser différemment les choses et avoir un rapport de force. Moi, je n'ai pas totalement confiance dans des textes de loi. J'ai confiance dans des textes de loi seulement si nous, en tant que peuple, nous sommes en capacité de faire imposer cette loi-là. Et comment on fait imposer notre rapport de force? Comment on fait imposer notre intérêt? Eh ben, un peu comme les riches le font. Les riches le font en ayant la propriété des médias. Nous reprendrons leurs médias et nous gérons leurs médias. Les riches prennent leur pouvoir grâce à l'industrie. Nous allons prendre leur industrie et nous allons l'exercer nous-mêmes. Et qu'en dépossédant les riches de leur pouvoir et en s'appropriant ce truc-là, on va pouvoir organiser la société de 1000 façons différentes. Nous allons, nous le peuple, décider notre politique énergétique et les gens dans les entreprises, en coopérative, dans EDF, dans Total, etc., vont exécuter cette chose-là de la même façon que tu as les législateurs qui imposent des lois que les exécuteurs doivent mettre en place. Bah là, de la même façon, nous, en tant que peuple, on va dire la politique que va devoir mener non pas notre État, mais va devoir mener nos industries, nos Total Énergie. Et ça, c'est vraiment une des idées fortes qu'on voulait amener sur le débat, c'est qu'il y a la société et que dans cette société, tu as des acteurs qui sont plus dominants que d'autres. Et c'est vrai que l'État a un rôle central là-dedans parce que c'est eux qui font les lois, c'est eux qui ont la police, c'est eux qui font tout ça. Sauf qu'il n'y a pas que l'État. Tu as aussi les grandes entreprises qui, elles, vont produire énormément de ce que nous, on a besoin pour survivre et qui, de fait, on est dans un rapport de domination avec elles. Des entreprises qui décident de la production, qui décident de nos salaires, qui décident de l'énergie à utiliser. Donc si on veut penser une véritable démocratie, eh ben, il faut se dire qu'on veut aussi le contrôle de ces grandes entreprises et de ces grandes infrastructures pour pouvoir véritablement décider ce qu'on veut en termes d'agriculture, ce qu'on veut en termes d'énergie, ce qu'on veut en termes de production industrielle. Et que donc tu as la démocratie un peu d'État que défend un choix, mais tu as aussi la démocratie économique et que c'est qu'en liant ces deux-là qu'on arrive à quelque chose d'intéressant. Sinon, en fait, on ne prend pas véritablement les décisions de ce qui est important pour nous. D'ailleurs, petit rappel, si cette vidéo existe, c'est parce qu'au Canard Réfractaire, nous sommes totalement indépendants des milliardaires et de l'État. C'est comme ça qu'on arrive à faire tout notre contenu sur Canard Réfractaire, que ce soit les grandes vidéos ou les shorts, sur Actu Réfractaire et aussi chez Glupatate qui ont rejoint l'équipe récemment. Et cette indépendance-là, elle dépend d'une chose, de vos dons. C'est ça qui nous permet de travailler en toute tranquillité et de pouvoir détacher un maximum de temps pour la lutte militante. Donc si vous jugez utile notre travail et notre production, tu peux directement la soutenir via des dons sur Tipeee que tu trouveras en description. Là, on va passer à un autre extrait où on parle de Macron. Voilà, il fallait bien en parler à un moment, donc on en parle à ce moment-là. C'est un gouverneur de province qui est un agent de l'Empire, qui est là pour détruire la province. Et donc, il détruit toute la réputation du pays dans le monde. Il met des guignols à la tête du pays pour qu'on soit ridicule. En fait, ce type-là, il est malveillant. Si on pense qu'il est bienveillant et que c'est déplorable et qu'il fait mal, à mon avis, on se trompe de diagnostic. Mais je pense que l'élection permet aux ennemis du pays, donc les gens à l'extérieur, donc les gens très riches à l'extérieur, genre comme Soros ou d'autres, l'élection permet de désigner des agents de l'étranger dans le pays qu'on veut dominer, et ensuite les agents le détruisent. En vérité, Macron, il a quand même l'incroyable capacité, non pas de nous convaincre nous, non pas de servir nos intérêts à nous, mais il a une incroyable capacité à vendre des armes à l'étranger. C'est les deuxièmes plus grands exportateurs mondiaux. C'est les deuxièmes plus grands exportateurs mondiaux d'armes. Il a une capacité incroyable à vendre des conneries de l'agro-business qui détruit les paysans français et à les vendre à l'international, à signer des traités de libre-échange. Vous êtes d'accord, il est compétent dans la traîtrise. Non, c'est pas une traîtrise. C'est qu'il fait le boulot.
qui fait le boulot de l'État. L'objectif de l'État, c'est de développer ces grandes multinationales. Yann, son boulot, normalement, c'est de défendre l'intérêt général. Voilà, normalement, oui. Si l'État était sain. Oui, voilà. L'État n'a pas été construit pour servir l'intérêt général. L'État a été construit pour résoudre les... Il fait croire ça au peuple. À l'école, on apprend ça. On nous fait croire. Oui, c'est ce qui est marqué dessus. Mais historiquement, le rôle de l'État n'a jamais été d'incarner la volonté populaire. Et c'est ça qui est important, je crois. Historiquement, le rôle de l'État, ça a été de développer le capital, de résoudre ses crises, de mener des guerres, de mater la population, etc., etc. Et dans ce cas-là, Macron s'inscrit dans l'histoire de ce qu'est l'État bourgeois, c'est-à-dire vendre des armes, provoquer de la merde, quoi. Oui, mais Yann, c'est les bourgeois, c'est pas tous les États. Nous avons besoin de l'État pour nous protéger de la loi du plus fort, quand même. Je vois pas. Je partage la détestation de l'État bourgeois, mais je partage pas la détestation de l'État, toute forme d'État. Pour moi, un État sous contrôle citoyen, il va être beaucoup moins dangereux, et ce sera plus un État bourgeois, ce sera plus un État capitaliste, ce sera plus. Moi, j'ai plus tendance à définir les termes par leur historicité. Parce que c'est ça qui ont toujours été. Après, mais je pense que si on redéfinit les termes, je suis favorable à un État populaire, par exemple. Un État populaire contrôlé par le... et qui va permettre de gérer les trucs que nous, on a besoin de gérer, mais qui est totalement différent de l'État bourgeois. Mais c'est exactement ça l'enjeu. C'est exactement ça l'enjeu d'une constitution d'origine citoyenne. Si tout le système féodal a été aboli par le système de production capitaliste, c'est pas par hasard. C'est parce que celui-ci est plus performant, qu'il arrive à produire plus de richesses et qu'il a créé une autre classe dans la population, la bourgeoisie, celle qui détiennent les usines et qui avait besoin de se développer plus largement et que le système féodal, avec la propriété des seigneurs et compagnie, n'y arrivait pas. Et que la création des États modernes, c'est la création d'États capitalistes et c'est ce qui a été mené notamment par la Révolution française. C'est pour ça que historiquement, l'État, c'est ça. Et que si on veut faire autre chose, ce sera totalement différent, tu vois. Si c'est vraiment le peuple qui dirige et qu'on se réapproprie les grandes usines, les grandes industries et tout le pouvoir politique, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé avant. Parce qu'on ne va pas vouloir développer le capitalisme, on va vouloir faire autre chose. Bref, jusque-là, Berkane, il dirigeait le débat de façon à... Il pose une problématique, tu vois, et il nous donne la parole l'un et l'autre. Voilà, on dit notre avis sur ce qu'il dit, et après on passe à un autre sujet. Donc il n'y avait pas vraiment de débat entre Chouard et moi, jusqu'au moment où on parle de constitution et de ce qu'il faut mettre dans cette fameuse constitution. Et donc la Constitution, elle va seulement, mais c'est déjà pas mal, hein, elle va nous donner le pouvoir de décider du degré de collectivisation, quels sont les services publics que nous voulons, quels sont ceux que nous ne voulons pas, quels sont, est-ce qu'on veut. Eh bien oui, mais non, mais Johan, si la population correctement informée, décide qu'elle ne veut pas que des hôpitaux, elle veut aussi des cliniques. Tu dis souvent qu'il faut se protéger des riches, il faut se protéger des puissants. Oui. Je crois que précisément, le meilleur moyen de se protéger des puissants et des riches, c'est de faire en sorte qu'ils soient plus puissants et c'est de faire en sorte qu'ils ne soient plus riches. Et que dans ce cadre-là, le meilleur moyen, c'est la collectivisation. Mais pas de tout, tu vois. Des grandes entreprises qui sont déjà cartélisées, des grandes banques qui sont déjà, de toute façon, on s'en fout, on prend le contrôle de ça. Et à partir du moment où il n'y a plus de puissants, c'est beaucoup plus facile de nous d'exercer le pouvoir, puisqu'on sera toujours dans une conflictualité avec ces gens-là qui ne lâcheront rien de leurs privilèges. Et nous, il va falloir les attaquer et les désarmer en permanence. Et le désarmement, c'est ce qu'on appelle l'appropriation, parce qu'une fois qu'ils n'ont plus de propriété, ils n'ont plus rien. Et en vrai, quand on se pose la question, sur quelle autre chaîne YouTube on peut parler de la collectivisation des moyens de production, est-ce qu'on doit la mettre dans la Constitution ou non? Vraiment, je trouve que c'est un débat qui est assez très rare et assez élevé politiquement, quoi. C'est pour ça que c'est bien d'aller chez Berkane, parce qu'on peut vraiment aller aussi loin qu'on veut, quoi. Bref, ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y a bien une lutte des classes, quoi, entre ceux qui vivent de leur travail, nous globalement, et ceux qui vivent de la rente, de leur investissement, de leurs capitaux, de leurs dividendes, tu vois. Et que tu peux pas à la fois faire une politique qui est favorable à l'un, tout en étant favorable à l'autre. Tu as des contradictions, tu vois. Tu ne peux pas à la fois piquer le pognon des travailleurs tout en satisfaisant les intérêts des travailleurs. Ça n'existe pas, ça. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, c'est simple. Si on veut installer une démocratie véritable, donc on doit passer par l'appropriation des grandes entreprises et des grandes infrastructures. Du coup, tous ceux qui possèdent ces infrastructures, qui possèdent ces grandes entreprises, qui font leur richesse grâce à ce système-là, ils vont être contre nous. Du coup, tu auras une lutte des classes contre-révolutionnaire de eux par rapport à nous qui voulons tout changer. Il ne faut pas avoir peur de se dire on va leur prendre, parce qu'on va leur prendre à eux, pas à nous. À nous, on ne prend rien, on va leur prendre à eux. Et le sujet suivant, c'est sur les experts. Et c'est un sujet qui est intéressant parce qu'en fait, on a besoin de spécialistes pour décider collectivement de ce qu'on veut faire. Mais en même temps, il ne faut pas dépendre de ces spécialistes
spécialistes, parce que sinon c'est des cossards-cravates, l'Union européenne, machin, qui vont tout décider à notre place et qui vont nous raconter des bobards, et que vu que nous on n'a pas été formés, on comprend pas, tu vois. Donc quelle place doivent avoir les experts dans la Constitution, dans une démocratie? C'est le sujet dont on discute. C'est pas toi qui dois décider. Tu dois nous expliquer ton point de vue et nous l'expliquer de façon tellement convaincante qu'on va décider comme tu le veux. Mais d'abord, il va falloir que tu nous convainques. Il y a un truc dans... Je fais vite, hein, mais il y a un truc dans la démocratie aussi où, en vérité, une bonne partie de la société aujourd'hui est soit gérée par les élus, soit gérée par les capitalistes, globalement. C'est eux qui prennent les décisions, c'est eux qui organisent pas mal de choses. Malgré tout, le fait qu'ils le fassent mal, tu vois, ou qu'ils ne sont pas légitimes à le faire, mais ils le font. Et que dans une démocratie, en fait, c'est nous qui allons récupérer cette gestion de la société et de tous ces trucs-là. Et c'est des choses qui sont compliquées. Hein. Pour moi, il n'y a pas de démocratie réelle sans démocratie économique, parce qu'on ne peut pas planifier un véritable plan énergétique agricole sans posséder les Total Énergie, l'agro-industrie et compagnie. Et dans ce cadre-là, en fait, il va falloir réussir, nous, à être suffisamment informés pour savoir qu'est-ce qu'une bonne politique agricole et qu'est-ce qu'une bonne politique énergétique pour la mettre en place. Mais ne serait-ce que pour la mettre en place concrètement. On n'est plus dans une passivité où on écoute les gens nous mentir les uns après les autres, mais on est dans un truc très concret de qu'est-ce qu'on veut, comment on le met en place, de la grande échelle à la petite échelle. Et ce truc-là, ça va être très important pour que si on délègue tout à des experts qui réfléchissent à notre place, on réfléchit plus. Et on est incapable de décerner le bon projet pour le peuple et le mauvais projet pour certains intérêts privés. Pas quelque chose de... On veut pas juste monter en compétence pour monter en compétence, on veut monter en compétence pour organiser la société et prendre le taf, le travail et la responsabilité que prenaient avant les élus et que prenaient avant les capitalistes. Mais est-ce que tu es sûr, Johan, que la population est d'accord avec toi pour se donner tant de mal pour réfléchir aux décisions à prendre? Moi, j'ai l'impression qu'on en est... Peut-être qu'on y arrivera un jour, mais on en est tellement loin. L'élection nous a tellement désappris à faire de la politique. L'élection nous a tellement infantilisés et finalement démotivés, découragés de faire de la politique et de réfléchir aux tenants et aux aboutissants de toutes les lois, qu'on est dans un état d'abrutissement général qui fait que... on est dans un... Je vais reprendre ce que je disais, mais en octobre 2018, on avait l'impression d'être dans un état d'abrutissement général. En novembre 2018, on n'avait plus du tout cette impression. C'est vrai. Parce que la société, elle change, elle se transforme, elle fait des hauts comme ça, des trucs où... Je fais confiance. Et tu vois vraiment la société, toi, s'emparer des sujets énergétiques, d'environnement, s'emparer vraiment des sujets comme s'ils allaient devenir quoi, législateurs? Je vois assez loin, je me dis ça va pas arriver demain, on est d'accord, et qu'il y aura différentes étapes, on est d'accord. Mais que si on croit véritablement, et je pense que c'est le cas et qu'on a raison de le dire, que sans collectivisation, il n'y a pas de démocratie, sans démocratie économique, il n'y a pas de démocratie tout court, ne pas le dire et ne pas le mettre en espérance, c'est aussi se condamner à des solutions qui ne vont pas être suffisantes et qui vont pouvoir faire en sorte que nos adversaires, ceux qui possèdent tout aujourd'hui, nous renversent d'une certaine façon, parce qu'en fait, on n'aura pas assez réfléchi à la question industrielle, on n'aura pas assez réfléchi à la question agricole, on n'aura pas assez réfléchi à la question de la propriété privée. Et à l'accumulation. Et l'accumulation, etc. Donc après, on met ça comme perspective. Après, est-ce que ça veut dire que si demain, il y a une révolution, une constituante, on choisit le tirage au sort, ça se passe bien, est-ce qu'il va y avoir ça? Peut-être qu'il y aura une espèce d'état de société économie mixte où tu vas avoir tout ce qui est régalien, et peut-être 2-3 petits trucs à côté, et puis c'est tout. Et dans ce cas-là, nous, on sera toujours là et on dira, vous voyez, la crise de l'agriculture qui s'est pas terminée avec cette révolution, c'est dû à l'accumulation du capital, de la concurrence, de machin, et que du coup, il faut aller plus loin. Et que peut-être qu'on va du coup, dans cette constitution, ramener un RIC pour faire cette réforme-là et qu'on va utiliser cette nouvelle constitution pour aller de l'avant. Voilà, les causes de votre misère sont celles-ci, donc nous recommandons tel vote. Il faut pas masquer de notre vision ce qui nous paraît inaccessible, parce que ça nous paraît inaccessible. Les choses changent très vite et il faut donner toutes les clés, je pense, de compréhension et de tout ce qui est nécessaire pour aller jusqu'au bout. Ça, c'est un peu, je crois, là-dedans, c'est un peu une position large de Canard de dire on dit les choses, tu vois, on ne va pas mentir, on dit les choses, on dit ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a tous le même salaire, c'est pour ça que la trésorerie, elle est totalement accessible en description là, parce que oui, vous donnez des sous, donc vous savez où va cet argent, c'est normal. Et que du coup, dans ce truc de transparence, on ne cache pas aussi les objectifs qu'on veut se donner et qui ne sont pas des objectifs qu'on a tirés au sort comme ça au pif. Non, parce que
il y a des vraies raisons d'aller vers la collectivisation, qui sont de désarmer ceux qui vont lutter contre nous. Alors il faut se remettre en question quand on a tort, hein, évidemment c'est la base, mais si tu penses que quelque chose est vrai, eh ben, il faut y aller, il faut se défendre, voilà, il faut se battre là-dessus, et c'est un des rôles au Canard. Et surtout que si nous on le dit pas, personne va le dire, quoi. Donc voilà, il faut le dire. Donc là, on va attaquer la conclusion, et on se rappelle de ce que Paul nous a dit juste avant. Donc là, la stratégie de Paul, ça va être de remonter le moral de choix. Et conformément aux traditions de la chaîne, je vous laisse le mot de la fin, Johan d'abord et Étienne ensuite. Je crois que la guerre est là et va se renforcer. Je crois que les crises économiques sont là et vont se renforcer, que les mouvements sociaux sont en préparation, sont déjà arrivés et vont se renforcer, que les crises vont s'accumuler et ne pas se résoudre, et que ça va nous permettre d'avoir une vie qui va être parfois violente, qui vont être parfois tristes, qui vont parfois tendance à nous abattre, mais qui va surtout être extrêmement intense et extrêmement intéressant. Et que je crois que le choix d'être militant n'est pas juste une question de hobby, de passe-temps, mais c'est une question aussi de comment est-ce qu'on saisit notre époque, on saisit la vie qui est la nôtre aujourd'hui et qu'on s'inscrit en plein dedans. Mais c'est pas une promesse de dépression, c'est pas une promesse de tristesse, je crois que c'est une promesse d'intensité. Et que cette intensité-là, il faut juste savoir quoi en faire et qu'on réfléchisse là-dessus et qu'on se mette à agir et qu'on désespère jamais. Ouais, comme on dit, si vous n'êtes pas à la table, vous êtes au menu. Étienne. Ben moi, je suis bien content d'avoir participé à cette émission. Je vous admire tous les deux. Je vous trouve vraiment formidable. Et ce que tu dis, Yann, me met un baume au cœur parce que je désespère un peu. Je trouve que ça va pas assez vite. Je vois les fomenteurs de guerre qui vont beaucoup plus vite que nous. Et je me souviens que la Première Guerre mondiale était une guerre qui servait à jeter les révolutionnaires français contre les révolutionnaires allemands, des jeunes gens qui étaient prêts à faire la révolution. Les idées marxistes, qu'on appelait socialistes à l'époque, grandissaient, le capital avait peur, et en fait, ils nous ont envoyé nous massacrer les uns contre les autres. En fait, la guerre sert à éviter les révolutions. Et Aberkan nous a laissé un petit mot de la fin, donc on en a profité pour dire aussi d'autres choses qu'on avait à dire par rapport à ce débat-là. J'ai profité de ce moment-là pour le dire, c'est que, en fait, chez toi, il n'y a pas de lézard, quoi. C'est-à-dire que tu nous as invités avec Rougeron et tu nous as invités là avec Choix en disant on va parler de ça. Et je sais qu'en venant ici, on va avoir la parole, je sais qu'on va avoir des débats, je sais qu'on va pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord et que tout va bien se passer. Et en plus, tu tiens tes engagements et tu tiens aussi tes promesses parce qu'à la fin de Rougeron, tu avais dit ce serait intéressant de faire Canard avec Choix. Et 6 mois plus tard, tu l'as fait. Toujours des bonnes conversations avec les gens qui écoutent Idriss Aberkan en général. Tu arrives à éveiller des curiosités sans imposer un modèle qui fait que je trouve que le travail là est utile et c'est pour ça qu'on vient ici. Il y a mon tonton qui te regarde aussi. Je suis très flatté, très touché vraiment. En effet, le but de cette chaîne, c'est qu'elle soit ouverte et on pourrait dire pluridisciplinaire, mais aussi vraiment qu'elle ait un large spectre politique. Elle est souverainiste assumée, ça c'est clair. Il faut qu'on reprenne notre souveraineté, ça me semble essentiel, mais je veux qu'on ait des gens de droite et de gauche ici. C'est extrêmement important. Nous, au Canard, comme tu disais, on est un peu devenu, avec le travail, le partage et tout, une référence des médias à gauche, un des plus gros médias à gauche qui ne soit pas une fausse télé, quoi. Et du coup, c'est important de noter que je pense qu'il y a 10 ans, le média leader à gauche comme ça, il n'aurait jamais fait un live comme ça. Ni avec toi, Étienne, ni avec toi, Idriss. Sur la démocratie directe, c'est certain, je suis d'accord. Et qu'aujourd'hui, ça le fait. Et que tu as des gens qui ont tweeté, ils ont juste tweeté parce qu'ils n'avaient que des comptes Twitter. Et que nous, c'est nous qui avons les médias aujourd'hui. Et les graines que tu as plantées, Étienne, partout dans ta vie politique, elles prennent, elles se renforcent. Et je crois sincèrement que c'est l'histoire politique qui fait qu'on arrive à devenir de plus en plus forts les uns après les autres. Les années qui passent doivent nous servir à nous renforcer. Et j'espère qu'on va y arriver. On a évidemment vu que c'est une vidéo Canard, on a pris surtout mes interventions, mais il y a eu aussi des longues interventions d'Étienne Chouard. Donc si vous voulez regarder tout ça dans toute sa longueur, évidemment, encore une fois, le lien est en description et on vous encourage à aller voir ça. Donc encore une fois, on l'a déjà dit là, mais on redit, merci à Aberkan pour l'invitation, merci d'organiser un espace où, encore une fois, il n'y a pas de traquenard et qu'on peut développer toutes les idées et aller aussi loin qu'on veut et toucher un niveau politique très très haut qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs. Donc merci à toi Idriss pour ça. Puis Étienne, c'était un plaisir en vrai, j'espère qu'on pourra refaire ça un jour ou l'autre. Et donc nous on a été très contents de pouvoir diffuser ce genre d'analyse chez Aberkan. Donc s'ils nous reproposent, nous on redira oui. Et si d'autres nous proposent, on redira oui si les conditions du débat nous semblent correctes, quoi. D'ailleurs il y a un truc, je sais qu'il y en a qui ont râlé parce qu'on est allé chez Aberkan. Franchement, ce qui va suivre, ça va vous faire oublier Aberkan. Et puis sur ce, des bisous et à la prochaine.